Donc on n'y croit pas, eux y croient. Et ce livre vous le prouvera. À très bientôt. Bon, nous allons démarrer cette conférence. Bonjour à tous d'abord et merci d'être venus. C'est très encourageant pour nous d'avoir autant de monde aujourd'hui. C'est quelque chose qui, pour la plupart des gens qui nous connaissent par Internet, quand vous avez toutes vu les vidéos de Salim, il faut s'imaginer le travail qu'il y a derrière, le travail pour préparer des conférences, pour écrire des livres, pour organiser des conférences. Et Dieu sait que c'est pas facile à Toulouse d'avoir une salle. D'ailleurs, si Nordi ne voulait pas la salle aujourd'hui, je ne sais pas comment on ferait. Quoi qu'il en soit, on est très content d'être ici. On a des invités surprises et on s'en réjouit. On a Pierre Dortillier, pour ceux qui le connaissent. On a Joël Corbeau qui est là-bas. Donc voilà, je ne vais pas traîner et laisser le micro à Pierre Dortillier qui va nous présenter très rapidement peut-être personnalité, le travail de Salim. Voilà. Merci bien. Je vous remercie de votre invitation et je salue à cette occasion donc mes concitoyens toulousains. C'est en effet un grand mérite, disons si je puis dire, que nous avons de pouvoir entendre Salim parce qu'il a travaillé dans plusieurs domaines et sa force, c'est justement de pouvoir réaliser la synthèse de son expérience scientifique, de ses connaissances littéraires, de son expérience aussi de personnes venues très tôt en France, et d'avoir pu juger, disons, la réalité et l'apparence de ce qu'il y avait autour de lui. Que ce soit dans le monde musulman, soit dans le monde français, que ce soit, disons, dans le milieu politique. Vous savez donc qu'il habite Marseille. On peut dire que Toulouse, bon, nous n'avons pas certainement plus de mérite peut-être que Marseille, sauf qu'ils sont cachés, voyez-vous. Tandis qu'à Marseille, c'est plus ouvert. Je dois dire que le titre de son ouvrage, donc sur la faillite du monde moderne, montre qu'il ne s'agit pas simplement d'une polémique contre certaines organisations qui sont très influentes, en particulier à Toulouse, mais partout, mais surtout à Toulouse, en particulier, disons, que ce soit la franc-maçonnerie ou autre. Mais c'est un système qu'il a visé, voyez-vous, c'est un système, je dirais, organique. C'est-à-dire, c'est une manière qu'a la société de vivre, d'évoluer, de pallier à ses faiblesses par des artifices. Et je dois dire qu'il a, je terminerai là-dessus, le regard d'un clinicien, c'est-à-dire d'un homme qui est attaché, disons, à surveiller l'évolution de la maladie à laquelle il fait face. C'est une attitude qui n'est pas très courante en France, parce que nous avons comme Français, ou comme, disons, héritiers d'idéologie française, justement, je dis ce terme, le goût des idées, et beaucoup moins, je ne dis pas le goût des faits, mais le goût de ce qui est vivant. Vous savez, nous disons en Europe, moi j'ai fait de la philosophie, donc ici au collège, puis je suis parti à Paris, mais vous savez que nous sommes tous des philosophes, des apprentis d'allemand, voyez-vous. Alors, on dit en allemand une bonne formule, on dit que les Français, c'est le peuple de l'esprit, tandis que l'allemand, c'est le peuple du cœur. Et je crois que dans l'organisme que nous formons, je crois que le cœur a son importance de plus en plus grande. Et pour tenir, nous voyons, je terminerai là-dessus, nous voyons que justement nos deux nations, la France et l'Allemagne, réagissent très différemment aujourd'hui. Quand je suis revenu de Toulouse, de Paris, j'ai vu dans le Financial Times que l'Allemagne ne connaît pas la crise, voyez-vous, et financière. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une sorte de vie d'abord beaucoup plus simple des problèmes. Ici, lorsque quelqu'un, par exemple, attaque telle société secrète et autres, on lui dit il est de droite ou de gauche, voyez-vous. On lui dit il est croyant ou il est incroyant. On lui dit ici être un homme, c'est être, disons, une sorte de pâle copie du radical socialisme, voyez-vous. Bon, tout ceci, bien sûr, est dit à l'école, ce qu'on croit être le fantôme d'école plutôt que nous connaissons. Et je dois dire, c'est une chose qui n'existe pas, à mon avis, à l'étranger. De ce point de vue, je ne vais pas faire un discours sur l'Europe, mais je crois quand même que nous avons intérêt à avoir une attitude un peu cosmopolite,
à ne pas réserver le cosmopolitisme simplement aux sociétés secrètes qui s'en vantent, voyez-vous. Elles ne sont pas des cosmopolites. Elles appartiennent à une nation bien déterminée, à un groupe d'escrocs bien déterminés, voyez-vous, qui essaie chaque jour d'affiner son visage. Eh bien, vous êtes très courageux, justement, de pouvoir permettre à M. Laibi, au docteur Laibi, qui porte bien son titre, justement, de parler devant vous. Je lui cède la parole, voyez-vous, et je remercie, en tout cas, l'Assemblée toulousaine, parce que parfois je désespère de ma vie, voyez-vous. C'est la vie rose. Eh bien, aujourd'hui, disons, c'est la vie blanche qui accueille, évidemment, votre ami, monsieur. Franchement, c'est gênant. C'est franchement gênant. Merci infiniment. De toute façon, j'aurais pas pu imaginer venir à Toulouse et faire une conférence sans que tu sois présent, étant donné que tu as déjà préfacé le livre. Donc, je vous remercie. Je remercie énormément Yannick, ici présent, qui était l'initiateur, c'est mon contact. On avait organisé la conférence ici, une autre conférence à Toulouse en 2009 avec le docteur Vercouter. Et bien sûr, et je remercie beaucoup l'équipe d'Égalité et Réconciliation qui a fait un travail comme toujours parfait, organisé et courageux. Je remercie aussi le propriétaire de la salle, parce que c'est triste à dire, mais aujourd'hui, il n'y en a plus des hommes qui ont le courage de louer une salle, juste faire du commerce, louer une salle pour que quelqu'un puisse venir s'exprimer, donner des idées, partager des réflexions, des recherches. Ça, c'est important. C'est quand même l'essentiel, parce que je vous dirais, sans pas de salle, pas de conférence. C'est aussi simple que ça. Et sur une ville comme Toulouse, ou comme Marseille, ou comme Paris, c'est difficile. C'est très difficile. Je pense que dans les pages jaunes, il doit y avoir 10 000 salles, peut-être pas 10 000, j'abuse, je fais mon Marseillais, mais il n'y en a pas 2 qui sont capables de louer. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, et c'est encore une preuve de la déliquescence, de la dégénérescence de la société moderne. C'est cette peur, cette lâcheté, les gens ils ont tout le temps peur, ils reçoivent un coup de fil, ils disent oh là là c'est quoi ça, j'ai reçu un coup de fil. C'est assez hallucinant, cette propension, cette faculté à la peur, vous voyez, c'est la tremblote. Bon, bref. Avant de commencer, déjà merci à vous tous d'être là. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre vos téléphones sur vibreur, afin de ne pas être dérangés inutilement. Et nous sommes là, ou du moins je suis venu vous présenter mon livre « La faillite du monde moderne ». Sous-titré « Aux premières loges d'un chaos planifié ». Aux premières loges d'un chaos planifié. Loge maçonnique, planifié, complot. Et c'est là, j'y reviendrai tout à l'heure, là je suis d'accord avec certains dégénérés qui nous expliquent qu'il n'y a pas de complot, qu'on est des paranos, des débiles mentaux, il n'y a pas de complot. Effectivement, il n'y a pas de complot. Étant donné que le complot se définit par 3 critères, par 3 choses importantes. D'abord, il doit être secret. Secondo, il doit être illégal. Tertio, il doit être effectif. C'est-à-dire que ceux qui complotent dans le secret quelque chose d'illégal, ils doivent avoir les capacités de mettre en pratique leur complot. Sinon, ça s'appelle une discussion de comptoir, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est la définition d'Anthony Cyril Sutton, un grand chercheur, professeur anglais qui a bougé aux États-Unis et qui a fait un travail énorme sur le financement du nazisme et du bolchevisme, la Federal Reserve Bank, il a fait un bouquin sur les Skull and Bones, etc. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de complot. C'est planifié, c'est dit à la télé. Ok ? Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy vont vous expliquer que demain, la capitale du gouvernement mondial, c'est Jérusalem. C'est le temple de Salomon. Vous voyez, vous, quelque chose... Enfin, c'est dit à la télé, sur LCP, c'est dit. C'est la chaîne parlementaire. Donc, effectivement, il n'y a plus de complot. C'est juste une planification d'événements devant la face du monde. C'est juste qu'en face d'eux,
il y a des zombies, il y a des ectoplasmes qui comprennent rien. Et là, je ne peux accepter de quelconque reproche de la part de ces ectoplasmes, parce que la bêtise, elle vient d'eux, elle ne vient pas d'en face. Bon, bien sûr, les 2 derniers critères sont réels, sont concrets, sont présents, c'est-à-dire illégalité, puisque ce qu'ils font est illégal, hein, tous les meurtres, les assassinats, la mafia maçonnique, etc. Et effectivement, ils ont les moyens de mettre en place et de mettre en pratique ce qu'ils ont décrété, ce qu'ils ont magouillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans l'exécutif, dans le législatif, dans le judiciaire, dans le médiatique, dans le commercial, les grandes multinationales, etc. Donc ils ont la capacité, en se réunissant par exemple au Bilderberg, ils disent, bon, demain on va mettre du mercure dans les vaccins, et bien ils vont mettre du thymérosal dans les vaccins, point à la ligne. Si vous n'êtes pas d'accord, et bien ils feront comme Mérieux, vous allez exploser dans un avion, un vol de la TWA par exemple. Donc c'est le titre de mon livre, La faillite du monde moderne. La table des matières, elle est très simple. Bon, il y a Pierre d'Ortiguet qui m'a fait l'honneur, vraiment l'honneur de le préfacer. Ensuite, il y a eu, enfin, j'ai fait un petit avant-propos général. Cet avant-propos général, si vous voulez, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Ben, je crois que les choses sont claires. À moins d'être aveugle, sourd, de mauvaise foi, imbécile, inculte, c'est pas possible de ne pas remarquer que le monde s'écroule. C'est pas possible de ne pas le voir. Ce n'est pas possible. C'est dans vos médias. Ce n'est pas possible de continuer à supporter Nabila dans les anges télé-réalité. C'est plus possible. La promotion du néant, la promotion de la pornographie, de la vulgarité, de la grossièreté, c'est pas possible. C'est pas permis. À une certaine époque, on les aurait tous foutus en prison. Parce que c'est de la corruption des mœurs, la corruption des mentalités, ça rabaisse. Bon, à vrai dire, à une certaine époque, ils n'auraient pas eu le courage de faire ça, parce que les autres les auraient giflés en pleine rue. On leur aurait craché dessus, mais je ne plaisante pas, hein, factuellement. Là, on peut tout faire, on peut tout faire. Les gens y vont à Hawaï. C'est qui paye? Qui paye? Voilà, qui paye? Dès que vous commencez à louer une salle, ça coûte de l'argent. Il faut prendre le billet de train, il faut prendre un billet d'une nuit d'hôtel, il faut acheter du matériel. Ça coûte de l'argent immédiatement. Eux, c'est pire. Eux, ils vont à Hawaï, ils font ça à Hawaï. Ils sont 15 candidats, il y a une équipe monstrueuse derrière de maquilleuses, bidules, tout ça. Ils louent des bidules, le matériel, ils ont des caméras qui coûtent 30, 40, 50 000 euros. Ils n'en ont pas une, c'est 10, 20, il y en a... Qui paye pour diffuser des trucs aussi abjects, aussi minables? C'est dingue, c'est affolant. Donc il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui comme ils disent les Anglais, behind the curtain, derrière les rideaux, il y a des gens, le marionnettiste, il y a des gens qui financent cette bêtise profonde. Bien sûr, cet argent, vous ne le retrouverez pas pour des programmes positifs, éducatifs, comme le voudrait par exemple le professeur Henri Joyeux pour faire du travail éducatif au niveau de la consommation des produits laitiers, etc. Il expliquait mardi dernier à Marseille dans une conférence fameuse que je vous invite vraiment à suivre, le professeur Henri Joyeux, c'est un Montpellier, prof de cancéro à Montpellier. Donc ça, il l'aura jamais. Pourtant, il veut faire un petit mime Marceau pour expliquer aux enfants, etc. Ça coûte 3 fois rien. Mais pour Nabila et Bidule, là, ces prostituées refaites, difformes, disgracieuses, abominables, et ben ça, il y a du fric pour elles. Tout le temps, pour eux tous, hein. Vous les avez, c'est hallucinant. C'est exactement comme l'armée française, il n'y a plus d'argent pour l'armée française, les soldats. Par contre, il y a de l'argent, ils veulent armer la rébellion syrienne. Ça fait mal au crâne, ça. Ça fait mal au crâne. Mais en fait, non. Quand on a trouvé la clé de lecture, l'algorithme de déchiffrage, la pierre de Rosette, eh bien, on comprend. Ils sont en train de saboter l'armée française. Et donc, ils lui enlèvent les budgets, c'est exactement comme ils avaient fait avant 1939. Et c'est qui racontait ça? Les Décombres. C'est dans les Décombres. Rebatté qui racontait ça parfaitement. C'est un scandale comme ils ont perdu la France. La Première Guerre mondiale,
en 24 heures au pas de gymnastique sur Paris, enfin, ça n'a aucun sens. Si, il y a un sabotage précédent. Bon, bref. Par contre, il y a de l'argent, il y a du budget pour les rebelles syriens. Allez comprendre ça. Alors qu'on a des soldats en France qui sont obligés d'acheter des gilets pare-balles de qualité avec leur propre argent. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, à moins de faire les singes de sagesse, là, faire le sourd, l'aveugle, faire l'imbécile, l'autruche, eh bien, je crois qu'on peut tous tomber d'accord sur un postulat général. Ça ne va pas du tout. Il y a trop, on est dans la promotion du chaos, la promotion de la bêtise, du mensonge, de la rapine, de la pédophilie, de la pornographie, de la musique dégénérée, de l'alcool, du jeu de hasard, etc. Et contre, bien sûr, le reste. C'est-à-dire que tous ceux qui vont dire la vérité, qui vont aller contre la doxa dominante, excusez le pléonasme, eh ben, ils seront taxés d'antisémites, de paranoïaques, de complotistes, conspirationnistes, plein de genres d'anathèmes comme ça qui n'ont aucun sens puisqu'on ne rentrera jamais dans le fond du sujet. C'est juste on vous balance ça, on vous empêche d'accéder aux médias, on vous empêche d'accéder aux têtes de gondole de Carrefour pour vendre vos livres. Par contre, Marc Lévy, il est en tête de gondole, la pose, la belle photo, cartonnée, 300 bouquins, c'est obligé qu'ils vendent. Hein. C'est obligé qu'ils vendent, il n'y a pas d'autre moyen. Puis enfin vient le chapitre premier, donc on rentre dans le vif du sujet, c'est l'accusation de complot. Bon, je viens d'en parler. Dès qu'en France, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas aux États-Unis, mais en France c'est vraiment assez spécifique. C'est là où vous voyez que les cerveaux sont vraiment ankylosés. Il y a une terreur, enfin on la connaît, hein, vous savez, dès qu'on parle des sujets qui fâchent, la tonalité baisse et le type il vous fait ça. Ouais, t'as vu, ouais. Qu'est-ce qui se passe? On est tout seul, imbécile. Il n'y a personne. Tu crois qu'il y a une caméra sur nous? On est tout seul. Mais je plaisante pas. Seul, n'importe où, à la boulangerie. La boulangère, elle est derrière. Et n'importe où, dans un jardin public, le type a peur. Dès qu'on parle de certains sujets, le volume sonore baisse et un petit coup d'œil à droite, à gauche. Comme si... Enfin, c'est dingue. Il croit que quoi? Il y a quelqu'un qui va l'entendre, il va appeler la police, ils vont le prendre. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est une réalité, cet état d'esprit est typiquement français, mais on sait d'où il vient, c'est une propagande médiatique phénoménale. Et donc, on en arrive à un fait qui se constate le plus simplement du monde, tout le temps, dès que quelqu'un, mais absolument dès que quelqu'un sort du chemin tracé, hein, le droit chemin, eh ben, tout de suite, on le taxe de conspirationniste. Aucun débat ne se fera sur la question, absolument aucun. On vous dira conspi veut dire parano, veut dire fou, c'est le goulag. Hein. Donc là, on est dans une époque extrêmement dangereuse de goulagisation des dissidents. On va vous envoyer dans des asiles psychiatriques sous camisole chimique. Voilà. Par contre, et là j'ai créé mon Conspiracy Club, par contre, dès que certains hommes politiques se verront empêtrés dans des affaires graves, ils crieront tous au complot. Tous. Absolument tous. Tous. Même des mafieux comme les Guérini, tous, absolument tous. Le patron de la DCRI dans le cercle Wagram, il a carrément accusé la franc-maçonnerie de comploter contre lui. Berlusconi a dit que c'était un complot des communistes. En 2013, il y a encore des communistes. Tout ça parce qu'il s'est fait attraper, voilà, enfin, en train de partouzer avec une mineure à l'époque des faits. C'est un complot communiste. Ben non, c'est juste une partouze, dégénéré que tu es. C'est tout, c'est juste un dépravé sexuel, un malade mental. Le type, il a, on dirait une carotte. Vous avez vu sa teinte? Il a une couleur de carotte. Il a 80 ans, il a les cheveux aussi noir corbeau. D'ailleurs, Claude Agege était le fameux, le pseudo-linguiste, là. Il était hier chez Tadi. 77 ans, les cheveux noir corbeau. Ces gens se teignent les cheveux, c'est minable. Ils n'acceptent même pas le temps qui passe. Voilà nos élites d'aujourd'hui. Bon, bref. Donc,
Donc, j'en étais où? Donc les élites, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'ils sont mis en examen, ils crient au complot. Éric Woerth a crié au complot. Il n'y a pas d'enveloppe de bifetons qui sont passés des Bettencourt aux caisses de l'UMP, du premier cercle de l'UMP. Non, c'est un complot. Qui complote? Le PS. Ok, bon, on n'en sortira jamais. Alors, ce complot-là, ces complots politiciens, pourquoi ils n'existeraient plus quand il s'agit du peuple? Alors que l'on sait qu'ils complotent en douce dans les réunions du Club Le Siècle, dans les réunions du Bilderberg, dans les réunions de la trilatérale, du CFR, on les a, les faits, on sait ce qu'ils font, on a même les comptes rendus des réunions, il y a des fuites, il y a des gens qui les suivent depuis 50 ans, depuis la première réunion des Bilderberg en Hollande. Donc, ça ne va plus du tout, ça ne va plus du tout. Mais en fait, l'excuse la plus importante qui fait que les gens vous accusent de complotisme, etc., c'est leur lâcheté. J'ai beaucoup d'amis qui, in fine, me disent « c'est vrai, tu as raison, mais c'est trop violent pour moi, je préfère faire l'autruche ». J'ai eu des amis qui m'ont dit ça, clairement. Donc c'est ça la réalité. Après le complot, je crois que le sujet le plus intéressant à traiter, je crois que c'est le 11 septembre. Même si je trouve que maintenant, bon, le 11 septembre devient anecdotique. De toute façon, il n'y aura jamais de réouverture d'enquête. Mais quand même, il fallait parler du 11 septembre, traiter l'affaire du 11 septembre en traitant toutes les autres false flag attaques de l'histoire, hein, comme l'affaire Alibaba, le golfe du Tonkin, l'affaire du golfe du Mexique. Toutes les guerres ont été déclarées par des fausses attaques d'ennemis qui ont été faites par eux-mêmes. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est arrivé 10 fois, 20 fois, 30 fois. Il suffit de chercher dans les bouquins d'histoire. Là, il y a vraiment... Voilà, enfin, c'est une question de savoir. Soit vous vous renseignez et vous êtes d'accord avec moi, soit vous restez dans votre ignorance crasse, et là, continuez. Là, franchement, ça me dérange pas, moi. Les ignorants, je vis avec, ça me dérange pas. En France, les complots sont très très violents et on fait beaucoup de morts. Les moines de Tibérine, par exemple. Par exemple, le GIA algérien. Le GIA algérien, c'est un complot de la junte militaire algérienne. C'est les généraux financés par Paris, soutenus par Paris, Londres, New York aussi, qui ont créé le GIA, qui a massacré 200 à 300 000 personnes en Algérie. Ils ont même fait détourner, ils ont interné des gens dans des camps de concentration dans le sud, en Algérie, dans les années 90. Donc il y a eu Kelkal, il y a eu l'avion détourné à Marignane, tout ça c'est le GIA, c'est faux. C'est les services secrets, c'est tout. Les moines de Tibérine, c'est pareil, ils ont tué des Français, c'est pareil. La DCRI, la DCN, Karachi, les 11 ingénieurs français, c'est pareil. C'est des fausses, des malversations, non-versations de commissions sur les affaires de vente d'armes qui n'ont pas été payées. C'est l'ISI pakistanais qui a tué les soldats, les ingénieurs français. On nous a dit que c'était Al-Qaïda. Ils ont pris 2 malheureux gars. Ils les ont foutus en prison pour rien quelques années. Ils ont été libérés. Et là maintenant, tout le monde sait qui c'est. Et personne ne remet en cause la version initiale. C'est-à-dire, vous savez, c'est pas compliqué. Ils ont pris leur couteau sanguinolent, dégoulinant de sang, ils tuent tout le monde, et après ils viennent sur le dos d'Al-Qaïda et ils essuient le couteau. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et on a les preuves, maintenant on sait que c'est faux, et on continue à dire que c'est Al-Qaïda, etc., etc. Ceci n'a aucun sens. Bon. Concernant le 11 septembre, les choses sont très simples. On peut traiter de la question en 10 minutes. Bon, il suffit juste de dire que le bâtiment, il aurait jamais dû s'écrouler, qu'on a parce que tout simplement, l'avion n'est pas assez puissant pour... Voilà, ça c'est du kérosène, c'est rien du tout. Le bâtiment aurait dû tenir. Pourquoi? Parce que la température de fusion du métal, 1500 degrés, le feu à ciel ouvert, c'est 700-800 degrés. Donc ça ne peut pas fondre, sinon votre gazinière, votre moteur de voiture lui-même, enfin tout fond. Bon. Il n'y a pas d'avion à Shanksville, en Pennsylvanie. Il n'y a pas d'avion sur le Pentagone. Voilà, on le sait. On nous a sorti des histoires, mais abracadabrantesques. On n'a aucune image des
des terroristes dans les listes. On n'a pas aucune liste de voyageurs avec les terroristes dessus. On a des terroristes parmi les 19 qui se sont déclarés, c'est-à-dire 6 qui se sont déclarés vivants quand ils ont vu leur nom. Alors on nous parle d'homonymes, oui mais clarifie la situation. Le site du FBI, Ben Laden n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre. Quand même, on a retrouvé, bon on l'a vu, ça c'est la grossièreté, c'est la pornographie du monde. On a retrouvé un passeport tout neuf qui est sorti d'ici, de là. Là il est sorti le passeport tout neuf. Tout neuf. C'est-à-dire que là, il y a l'acier qui fond, il y a de l'acier qui fond, mais pas un passeport. Voilà la réalité, voilà la version officielle. Bon. Mais bon, après, bon, quand on a fait tout ça, quand on s'est intéressé, moi, le danger du 11 septembre, c'est que c'est une porte qui, quand vous l'ouvrez, vous ne revenez plus, en fait. Parce que chaque jour, chaque semaine, vous allez sur le site de Reopen 911, qui est excellent. Il y a à chaque fois de nouvelles informations, de nouveaux trucs, bon, et on n'en finit plus, alors que le monde avance selon les plans de ces dégénérés. Et donc moi ce que j'ai gardé pour faire le lien avec le chapitre suivant, c'est l'affaire des délits d'initiés sur les agences d'assurance, sur les American Airlines, United Airlines, etc. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On sait qu'il y a eu 25 fois plus de ventes de ces actions qui allaient perdre de leur valeur après cet attentat. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'autres possibilités. Vous avez des logiciels de la SEC, c'est l'AMF américaine, l'agence qui surveille les échanges boursiers. Donc il y a un logiciel qui doit obligatoirement signaler avec des boutons rouges, là, des clignotants. Voilà. Pit, 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 pit. Il y a 25 fois trop de ventes ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un pic comme ça. Toute l'année c'est comme ça, voilà. Et là à un moment ça fait ça. Hop, bon. Vous savez, quand vous faites ça, vous voulez gagner de l'argent. Donc à un moment donné, l'argent il va descendre sur un compte. Donc il suffit juste d'aller tirer le fil et ramener le gars qui a encaissé l'argent. C'est toujours une question de fric. Hein. Ben non, ça n'a pas été fait. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ça prouve tout. Ça prouve le complot, ça prouve qu'il y a des gens qui savaient, ça prouve non seulement ils savaient, ils n'ont pas alerté les autorités, ils en ont profité pour faire de l'argent. Et c'est justement ce type de personnes qui gèrent le monde. C'est justement, on va le prouver aujourd'hui. Donc ça m'a permis d'attaquer le sujet de l'argent, le sujet du fric, du flouze, ce qui dirige le monde. En fait, moi j'ai coutume de dire que c'est pas l'argent qui dirige le monde, moi j'ai coutume de dire que c'est le sexe qui dirige le monde. L'argent et le pouvoir, n'existent que pour avoir des rapports sexuels. Que ça soit bien clair. C'est l'énergie qui fait bouger le monde. D'abord, c'est la reproduction des êtres, donc c'est ce qui fait que nous sommes là et que l'humanité continue, quelles que soient les guerres, quelles que soient les atrocités. Il y a une force phénoménale derrière tout ça, et vous le voyez tous dans la dépravation, dans les scandales sexuels de nos élites. Tout est, d'ailleurs même à des âges très avancés, tout est géré par ce rapport à la sexualité, cette énergie phénoménale, qui est, comme ces élites pratiquent certains cultes, ou n'ont pas de culte, n'ont pas absolument aucune croyance, donc ils n'ont pas d'éducation, enfin, il y a quand même, tout ceci est géré par les religions, hein, par le mariage, etc., pour canaliser les énergies sexuelles. Là non, là tout c'est d'où va de Welt, hein, fais ce qu'il te plaît, comme disait Aleister Crowley. Mais bon, on en arrive sur le chapitre argent. J'ai expliqué dans le livre donc tout ce qui était l'argent. L'argent comme... Bien sûr, il faut rappeler les choses, parce que les gens ont oublié entre-temps. L'argent, c'est un moyen. Hein, c'est un moyen qu'on a créé pour faciliter les échanges. Bon, ce n'est pas une fin en soi. Bon, il est utile de le rappeler. J'ai rappelé aussi ce qu'était l'argent il y a longtemps, c'est-à-dire l'or. D'abord, c'était de l'or, c'était du métal. Après, il y a eu la monnaie fiduciaire, le papier qui était indexé à l'or, au métal. Ensuite, plus rien, c'est que du papier, c'est du PQ si vous voulez. Ce papier, son coût de fabrication est plus important que sa valeur. D'accord? On y arrive. Dans pas longtemps, on va y arriver. Donc j'ai expliqué tout ça dans le chapitre argent. Pour enfin attaquer le chapitre état de la finance mondiale. Bon, pourquoi? Parce que l'argent a été modifié, transformé, fragilisé
pour pouvoir justement créer les crises financières à venir. Parce que si par exemple l'argent était toujours indexé à l'or, on n'aurait jamais pu faire ça. Donc à partir de 71, le 15 août 71, quand les États-Unis ont décidé de faire ça, c'était pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. N'importe quel imbécile aurait pu le dire ça. Donc n'importe quel imbécile aurait pu dire, bon ben alors là c'est la planche à billets. Ben oui, ben c'est la planche à billets. Merci. Donc bon, la crise financière c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Inutile de rappeler ici les Bernie Madoff, les pyramides de Ponzi, les Lehman Brothers, les scandales de 2008 que je signalais depuis 2006. Hein, enfin, vous pouvez vérifier ça sur Internet dans les vidéos. 2007, j'ai passé mon temps à faire des vidéos, notamment sa vidéo Le Capital 1, 2, 3, Bankster, Payez vos dettes malheureux, etc. Après la lecture du livre de Wiggins, et comment il s'appelle, c'est L'Empire des dettes, William Bonner et Wiggins. Donc l'Empire des dettes, il expliquait parfaitement ce que c'était que la crise des subprimes, qui était comment il s'appelle, le patron de la Fédérale Réserve, Alan Greenspan. Alan Greenspan, 17 ans, 18 ans à la tête de la Fed, et qui a créé les subprimes, la technique de titrisation, en faisant des titres, en combinant plusieurs titres de sociétés puissantes et sociétés très fragiles, ce qui a fragilisé même les puissantes, puisque dans les packs de titres, il y avait de tout, et en plus, on ne savait même pas ce qu'il y avait dedans, donc c'était le doute, donc perte de confiance, donc écroulement, point à la ligne. Puisque, comme vous le savez tous, la finance, elle ne tient que sur un sentiment, c'est la confiance. Sentiment qui n'est ni matérialisable, ni quantifiable, ni mesurable. Mais j'ai parlé de plein de scandales financiers, mais dans le livre, j'ai parlé spécifiquement de la banque Wachovia. La banque Wachovia, là, c'est quelque chose. Quand j'ai découvert ça, alors ça, je l'ai découvert sur Arte, chers amis. Hein. C'est dans vos télés, que tout le monde a, enfin, j'espère que non, mais qu'on peut, enfin, c'est sur Arte, devant tout le monde. Bon, c'est vrai que les taux d'audience d'Arte, je crois que c'est 1%, comparé à TF1, mais c'est sur Arte. C'est quoi Wachovia? Wachovia, c'était une banque qui a détourné, ça n'a pas détourné, c'est pire que ça. En fait, il travaillait avec le cartel de Sinaloa de Guzman El Chapo, le plus gros cartel de drogue mexicain, qui est protégé par l'ex-président mexicain Calderón. Bon, vous savez, il y a 50 000 morts, je crois, par an au Mexique, c'est une boucherie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est l'affaire des Casa del Cambio. Vous savez, les bureaux de change qu'on a dans nos rues, hein, pour les touristes, c'est avec les travelers chèques, des travelers chèques, mais sans toutes les informations précises. Donc, ils détournaient des sommes importantes de travelers chèques via la Wachovia. Il y a un type qui a découvert, il a été mis au placard, enfin, c'est une catastrophe. Et Wachovia, grâce à cet argent, a frété des cargos, des avions cargo au Mexique pour ramener la drogue. C'est tout, ce n'est que ça, le scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont payé une amende gigantesque. Alors il est question de 340 ou 350 milliards de dollars. Vous m'entendez là? Parce que je ne sais pas, des fois moi-même, je ne sais pas si je comprends ce que je dis. Donc 350 milliards de dollars, le budget de la France, c'est 350 milliards d'euros. Donc Wachovia a détourné de l'argent de la drogue. Vous savez, ils ont payé, je crois, 160 millions de dollars de dettes. Je crois que c'est 2600e partie de la somme générale. Et ils se sont fait racheter par Wells Fargo et on tourne la page. Ils ont fait exactement comme le scandale du Crédit Lyonnais qui s'est fait appeler LCL, racheté par le Crédit Agricole. Ils ont fait exactement la même chose comme le RPR, embourbé dans des affaires catastrophiques d'emploi fictif. C'est devenu UMP, avec Populaire, ça fait peuple, ça fait socialiste. C'est exactement la même chose. Ils font des scandales monumentaux, ils changent de nom, c'est-à-dire on ne change rien et on recommence tout à zéro, avec les mêmes. Voilà ce qu'est le scandale de la banque Wachovia, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque c'est Wells Fargo. C'est magnifique. Donc à partir de là, il n'y a personne bien sûr en prison. Vous savez, il y a que, je crois, que je me souvienne, il n'y a que Madoff, Bernie, qui a fait de la prison. C'est tout. Aucun autre. Goldman Sachs, le voyou Blankfein, qui se prend pour Dieu sur terre. Hein. Il a dit « je suis Dieu sur terre ».
C'est lui qui le dit, Lloyd Blankfein. C'est un malade mental. Il n'y en a pas un en prison. Par contre, amusez-vous à griller un feu rouge. Bon, ensuite, bon, alors, quand on a compris ça, quand on a compris que l'argent était détenu par certains, qu'il n'y a personne, absolument personne pour réagir, parce que là, je vous le rappelle tout de même, c'est pas à nous de réagir. Il y a des autorités pour ça. Il y a des politiques, il y a de la justice. Vous savez que le ministère public, enfin, un juge, il a le droit, c'est totalement son droit, de porter plainte contre quelqu'un s'il y a un trouble à l'ordre, quoi que ce soit. Il voit un truc bizarre. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Allez, une enquête. Il a le droit. D'ailleurs, c'est obligatoire. Il n'a pas à attendre que quelqu'un vienne déposer plainte. Ça n'a pas de sens. Puisque déjà, lui, il est censé être plus instruit, connaître mieux les lois, etc. Donc, c'est à eux de faire ce travail. Les politiques, la justice, les médias, personne ne le fait, ce travail. Ils mangent tous dans la même gamelle, tels des chiens. Donc, il y a une dissolution des trois pouvoirs. Effectivement, on va fouiller un petit peu là-dedans. Et on comprend, grâce au livre notamment de Sophie Coignard, l'Omerta, la série le rapport Omerta, grâce à plein d'autres livres sur les politiciens, sur la justice, vous comprenez que la justice est infestée, vous savez, tel un chalet de mythes, de termites, tout ça, là, les trucs dans le bois. C'est joli, c'est magnifique, mais vous donnez un coup de pied, il y a tout qui s'écroule. Et c'est infesté de parasites, de francs-maçons, de pédophiles, de criminels, de drogués, de cocaïnés. Ben, il suffit de les voir. Regardez, comptabilisant, je les cite. L'autre bankster là, qui s'est fait tuer par sa maîtresse, il avait plein de photos, ils partousaient ensemble avec toute l'élite politique, c'était un Suisse. Comment il s'appelle? Pas Steiner. Stern. La justice suisse, vous savez ce qu'elle a décidé de faire? Cécile Brossard, c'est sa maîtresse. Elle a décidé de brûler les photos, c'était catastrophique. Ils ont brûlé les photos, ils ont pris les photos, ils ont tout brûlé. Il devait y avoir toute la clique, Sarkozy, il y avait tout le monde, Berlusconi, il y avait tout le monde. Le patron de TF1 international, Patrick Binet, une partouze à 3, ils ont dragué un type sur Internet, GHB, cocaïne, drogue du violeur, le type il est mort, bon. Dernièrement, le chef de cabinet de Filippetti, il est mort en Italie, crise cardiaque, il avait de la cocaïne dans les poches. C'est des voyous, mais ambulants. C'est une catastrophe. Et là, j'ai rien cité. Donc on le comprend. Là, en justice, comme je le disais, il y a une histoire qui est racontée par justement Sophie Coignard dans le rapport Omerta, que je cite dans le livre. C'est une histoire de malade, une JAP, une juge d'application des peines, qui fait sortir... C'est un type qui est condamné pour braquage, en fait. Il est emprisonné. Il se fait attraper sur une aire d'autoroute en train de braquer des camions. Le gendarme, il vérifie, il lui dit « Mais vous devriez être en prison, vous. » Il n'y a pas eu de déclaration de fuite, rien, d'évasion, rien. Et c'est la JAP qui le faisait sortir pour être le chauffeur de son chauffeur, je crois. Il y a une autre histoire avec un autre juge, mais ailleurs, parce que c'était un père et son fils qui étaient emprisonnés. L'autre, elle couchait avec son fils, c'était une juge qui lui a fait du jardinage, qui l'a embauché. Une histoire, mais à dormir debout. Et imaginez quoi? Aucune des deux juges n'a été emprisonnée ou sanctionnée. Juste on les déplace. Voilà, c'est tout. C'est tout le temps comme ça. Les tribunaux de commerce, c'est monstrueux. Il y a des vidéos, des témoignages, c'est monstrueux comme ils exproprient des gens en les mettant sous tutelle ou sous curatelle, en vendant aux enchères avec toute la mafia maçonnique du coin, l'huissier, le notaire, etc. Ils mettent aux enchères à 1 euro symbolique. Ils vous font passer pour un fou. Il y a même, c'est des trucs à mourir de rire, hein. Un commissaire ou un flic, un inspecteur, qui annonce, qui porte plainte. Le mec, c'est un gros gabarit, plusieurs dan de judo, karaté, je sais pas quoi. Et l'autre mec, il est tout petit, tout maigrichon, il a porté plainte pour agression. Ça n'a aucun sens, vous voyez, ça n'a aucun sens. Ça, c'est Privas. Regardez la vidéo de Privas Grenoble, les scandales des tribunaux de commerce pour exproprier pour les gens, etc. Bon, bref. Là, la police, on va citer des exemples. Le Carlton de Lille.
L'affaire des flics, les patrons de la police, où là, il va falloir que je cite aussi Michel Néré, je ne sais plus, on va rester ici toute la nuit. Michel Néré, trafic des fiches de police d'Interpol, il les vendait 50 000 € pièce. Braquage de bijouterie, trafic d'armes avec la mafia juive russe, ils ont piqué des sous de Tony Musulin quand ils ont retrouvé l'argent du convoyeur de Fan. Ils ont piqué des sous. Qu'est-ce qu'il a fait encore? La taxe carbone, on parle de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros de taxe carbone, des tournées de la TVA, le carrousel de TVA. Tout ça, c'est Michel Néré. Jean-Christophe Lagarde, en haut, Lille, le type, il est censé contrôler, diminuer la criminalité, ramener un peu plus de sécurité dans la cité, etc. C'est le proxénète de DSK. C'est un proxénète. C'est lui, c'est tout. Son travail, c'est quoi? Commissaire? Non, proxénète. Tu es un proxénète, il ramène des prostituées, il les emmène à New York, au siège du FMI, et ils font des partous ensemble. C'est des porcs. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. À Marseille, dans mon quartier, avec la BAC Nord, ils sont 17 à être poursuivis. Là, ils les ont tous relâchés, sauf celui qui a parlé. Sauf celui qui les a dénoncés. Je plaisante pas. Alors, on a retrouvé dans les faux plafonds des bifetons, des liasses, de la drogue. Ils se sont construits des piscines. Ils ont acheté les écoutes téléphoniques sont catastrophiques. Et ça, on l'a toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit à mes patients, à mes voisins, à mes amis des quartiers nord à Marseille, puisque j'y habite et j'y travaille. Les flics, c'est eux qui font le trafic. C'est pas possible autrement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Quand ils se lèvent le matin, on lui file des sous des contribuables, on lui file des moyens. Il a des camions, il a des systèmes d'écoute, il a des budgets pour payer des indiques, il a des armes en veux-tu en voilà, il a tout ce qu'il faut. Ils peuvent descendre, j'ai déjà vu moi des descentes au quartier nord, franchement, je sais pas, 50 camions de CRS. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent éradiquer, je sais pas, ils peuvent tuer tous les rats, des rats. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont des moyens phénoménaux. Eh ben non, il y a toujours de plus en plus de drogues, les drogues nouvelles, etc. Toujours de plus en plus de fusillades à la calache, etc. Où est-ce qu'ils sont? Au minimum, on fait un constat, on les blâme tous et on leur dit de faire poissonnier. Vous êtes mauvais. C'est un échec, ça fait 20 ans que vous êtes là. Allez, on fait le bilan. Il n'y a jamais de bilan qui est fait. Pire encore, on les trouve en train de magouiller, de manger. On a des témoignages de charbonneurs, là, ceux qui vendent le shit, qui surveillent, etc., les guetteurs, etc., qui témoignent qui se font racketter par les flics. C'est comme ça qu'ils se... Voilà, on le sait, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être un bac plus 32 pour savoir ça. C'est évident. C'est évident. Enfin, c'est comme le constat de Big Pharma. Ils ne soignent rien. Voilà, ils ne soignent pas le cancer, ils ne soignent pas le sida, ils ne soignent pas, enfin si ça existait, ils ne soignent pas le diabète, l'hypertension, l'autisme, Parkinson, Alzheimer. À quoi servent les hôpitaux? À la chirurgie, c'est tout. Voilà, si vous avez une bactérie pas trop violente, ils vous donnent des antibiotiques, la chirurgie, ça marche super bien. Mais sinon, le reste, qu'est-ce qu'ils font? Une sciatique, ils vous piquent, c'est tout, ça marche même pas, ça marche une fois sur 10. Ils servent à rien. Et à un moment donné, il faudrait se poser des questions, faire des bilans. Et ça, l'État prévoit ça, par exemple, dans les budgets, dans la Cour des comptes, on prévoit ça. Mais là, ça se fait plus. On ne fait plus ça. L'éducation nationale, on arrive au bac, un bachelier, il fait une rédaction de français, il fait 200 fautes d'orthographe. Faudrait faire un constat. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? C'est une faillite. Et d'où l'excellence du titre de mon livre. Permettez-moi cette prétention. Dernièrement, une brigade canine, là c'est sorti il y a 2 jours, une brigade canine à Paris, il y a 6 gars qui ont dénoncé leurs collègues pour raquettes, etc. Ils ont été les 6 mutés. Là, il y a 2-3 jours, brigade canine à Paris. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une chape de plomb, ils font ce qu'ils veulent, c'est fini. Donc là, quand vous avez un problème, n'appelez pas la police. Mais c'est vrai. Moi, j'ai une anecdote, je vais vous la raconter, elle est extrêmement violente.
quartier nord Marseille, un type il se finit au fusil de chasse, les flics ils arrivent avec des détecteurs de métaux. Ils fouillent la maison, après ils commencent à faire leur travail. On ne sait jamais, il peut y avoir de l'or, il peut y avoir des bijoux, etc. Histoire vraie. C'est gravissime, c'est des charognards. C'est plus respectable tout ça, c'est fini. Là, c'est une déclaration de guerre contre le peuple. Hein. C'est une déclaration de guerre, c'est fini, il n'y a plus rien. Je vous jure, je préfère de très loin les voyous. Parce que les voyous, on les connaît, et les voyous, ils ont un sens de l'honneur. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'honneur. Le voyou, il fait son travail, c'est un voyou. Il ne fait pas le bien, il n'est pas là pour faire le bien, il est là pour être un voyou. L'autre, c'est un flic, il a prêté serment, il a une formation, on l'a payé, on le finance, et il ne fait pas ce qu'il doit faire. Qui est le plus blâmable? Bon, quand on a fait le tour, obligatoirement, on arrive aux médias, puisqu'on appelle ça le quatrième pouvoir, étant donné qu'on a traité des trois premiers. Donc on arrive aux médias. Alors les médias, ça ne va pas être compliqué. Les médias, alors vous savez que la police, la justice, etc., les politiques, etc., vous ne pouvez pas les acheter. C'est des écoles publiques qui les forment intellectuellement. Les médias, non. Les médias, on peut les acheter. Et ils vont les acheter en quantité astronomique. Vous avez des grosses boîtes, des milliardaires, du Lagardère, du Dassault, du Rothschild, du Bouygues, ils vont acheter du Bertelsmann, du Fox, du Murdoch, voilà, ils vont acheter des dizaines et des dizaines de journaux, radios, ils vont tout acheter et ils vont diffuser dans ces médias les informations qui les intéressent, c'est-à-dire ils vont faire la promotion de tout ce qui les intéresse. Voilà. Ça va être le libéralisme, ça va être la pornographie, ça va être la théorie du gender, ça va être, par exemple, imaginons le propriétaire du Monde. Il a 33,33%, d'ailleurs c'est un bon chiffre. Pierre Berger, il possède le Monde. Il a un tiers des parts avec Niel et Pigasse. Berger est pour le mariage homosexuel, il est pour l'adoption, il est pour la GPA, la mère porteuse, et il est pour tout ça. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va passer sur le Monde comme information? Vous croyez qu'en France, aujourd'hui, on a un journaliste assez courageux pour défier son patron? Lui, ce petit merdeux qui a un crédit à 8 000 € par mois parce qu'il voulait se la péter, qu'il a acheté un truc juste derrière le Luxembourg, là-bas, ou je ne sais pas quel quartier chic à Paris, donc il est endetté jusqu'au cou, il ne peut pas parler, c'est fini. Il est vendu c'est le système qui le veut, hein. C'est comme ça. Il ne peut rien faire. S'il l'ouvre, il perd son job, il est tricard. Les Américains appellent ça la prostitute, c'est la prostituée, c'est de la prostitution pure et simple au Dieu maman, à l'argent, au fric. En Angleterre, je vous rappelle le scandale de News of the World, dans lequel on a compris qu'on avait mis tout le monde sur écoute, que les flics mettaient sur écoute les stars pour que ces charognards remplissent leur tabloïd d'histoires vulgaires. Les flics, c'est une affaire extrêmement grave. D'ailleurs, vous avez entendu parler d'un emprisonnement. Rien. Donc les médias, ça peut être compliqué, ils vont les acheter. Voilà, ils vont les acheter, quitte même, alors vous savez qu'ils sont en faillite totale, ils vont même les distribuer gratuitement. On y reviendra après. Ils vont les distribuer gratuitement dans les bouches de métro, parce que les gens n'achètent plus. Les gens ont un peu compris quand même un petit peu que c'était du grand n'importe quoi. Ça fait 25 ans qu'ils disent des trucs. Là, je ne sais pas si vous avez vu le film là, qui vient de sortir de, comment on appelle ça, Les chiens de garde, dans lequel ils ont montré Alain Menck. Alain Menck, l'existence même d'Alain Menck est une preuve du complot. C'est juste ça, le fait qu'il soit là, qu'il existe en tant que tel, est une preuve définitive du complot. Un petit nain, un troll, caractérisé par une incompétence monumentale, plusieurs faillites, du plagiat, la triche. Il a eu une émission pour lui tout seul, offerte par Bolloré quand ils ont ouvert Direct 8 il y a quelques années. Et ils ont montré des reportages, ces émissions dans lesquelles il expliquait que
genre en 2007, que la crise c'était rien, vous allez voir, il y avait une capacité, une élasticité, que vous allez voir, on va bien s'en sortir, et juste après, il y a Lehman Brothers, il y a tout le truc, et ça n'empêche pas, je l'ai vu il y a 2 jours, en train de s'exprimer sur France 5, en tant qu'expert. Il n'y a plus de limite ou quoi? Il n'y a plus aucune limite. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Un viol d'enfant en direct aux 20h? C'est ça la prochaine étape? Ils vont nous tester pour voir si on va réagir ou pas? C'est quoi la prochaine étape? Je vous pose la question. Donc voilà, c'est ça les médias, aujourd'hui en France, dans le monde aussi. Le constat, enfin, il suffit d'ouvrir les yeux, franchement. Et quand vous avez lu le livre de Benjamin Dorman, ils ont acheté la presse, vous comprenez que ça va encore plus loin. Puisque tous les ans, je crois, ils prennent 2 milliards de subventions. Ce sont des entreprises privées. Il faut bien comprendre ce qu'on raconte là. Moi, je suis dentiste. Je suppose ici, il y a des maçons, il y a des électriciens. Quand on fait faillite, on fait faillite. Au revoir. On ne reçoit pas de subvention, vous êtes malade. Une entreprise privée dans un monde libéral, ils sont à longueur de journée, à longueur d'année, en train de faire la promotion du libéralisme le plus fou, le plus débridé. Par contre, l'argent du contribuable, c'est du communisme. La subvention de l'État pour l'économie, c'est quoi? Ça s'appelle du communisme. C'est dingue, c'est complètement dingue. C'est là que vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas de communisme, il n'y a pas de capital. Ça n'existe pas tout ça, la gauche, la droite. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'odeur du fric qui existe. C'est tout, il n'y a que ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous explique? Et là, vous comprenez, là, vraiment, c'est vicieux. Et vous comprenez que la presse, elle a un taux de TVA inférieur à celui des denrées de première nécessité. Donc, vous savez, là, on est en train de gratter dans les fonds de tiroir. Hein, j'en reparlerai tout de suite après. Mais bon, ça veut dire que pour l'État, vous désinformer est plus important que vous nourrir. Très important ça, hein. C'est capital puisqu'on vient d'enlever des subventions européennes aux soupes populaires, etc. Par contre, là, toujours 2 milliards. Le chèque, il est fait. C'est ça la réalité. Ce livre est exceptionnel, il y a tout dedans. Hein. Il y a absolument tout dedans. Vous comprenez plein de choses. Bénichou, par exemple. Ça fait des années qu'il n'écrit plus rien, qu'il touche toujours sa paye. Ça fait un scandale, ça, d'ailleurs. Enfin, vous comprendrez comment on achète les journalistes. Soi-disant, ils se sont expliqués, je crois que c'est Libé, ou l'Humanité, je ne sais plus. Ils disaient que oui, mais on vend parce qu'il y a Bénichou, parce qu'il y a son nom. Mais abruti, il n'écrit plus. Ça fait des années qu'il n'y a plus un texte de lui. Ils ont compris, quand même, les gars, non? Tes lecteurs, ils ont compris qu'ils n'écrivaient plus, quand même. Donc on ne va pas venir ici. Moi j'aime bien le Fred Touran, les dessins de Fred Touran. Quand j'achète le Canard, c'est les premiers dessins que je recherche. Il n'y a plus le Fred Touran. Je ne sais pas si j'achèterai encore le Canard enchaîné. Mais je ne plaisante pas quand je dis ça en plus. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a 3 petites infos intéressantes, même si ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, donc à un moment donné, au bout de 10 ans, il n'y a plus Bénichou. Je ne l'achète plus si j'aimais Bénichou. Donc il n'est plus vendeur. C'est faux. C'est un emploi fictif. Tout simplement. Et pour aller encore plus loin dans la perversion, dans le vice, dans le démoniaque, et là c'est le terme, hein, parlons de Reporters sans frontières et de notre tête notre belle petite bouille, Robert Ménard. Alors Robert Ménard, aujourd'hui, il est présenté en France avec son boulevard Voltaire comme c'est Superman de la liberté d'expression. C'est extraordinaire. Comment il a fait un truc sur Marine Le Pen ou sur Le Pen, je ne sais plus, bon bref, voté, enfin le Front National à l'époque des élections, il fait plein de trucs, c'est un fou, il est dangereux, il est courageux. Ok, d'accord, pas de problème. Ben on va lire le livre de Maxime Vivas, on va voir ce qu'il en dit. Pendant qu'il était patron de Reporters sans frontières, Reporters sans frontières est une succursale de la CIA. C'est clair? On a même les lignes de crédit. Combien ils ont pris d'argent de la CIA? En temps de guerre, il se fait buter. En temps de guerre, on est en guerre. Ce type, les services secrets, ils le sortent de son trou à rats. Intelligence avec l'ennemi. Peloton d'exécution avant l'aube. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais en temps de paix, on pourrait quand même se poser légitimement la question, qu'est-ce qui fait ce connard à se faire financer par la CIA? D'ailleurs, comme par hasard,
Bon, ce livre était exceptionnel, je l'ai lu, il est vraiment exceptionnel parce qu'il a répertorié, c'est sur leur site en plus, hein, il ramène des infos de leur site, il a essayé de les contacter, etc. Alors, vous savez, les associations, les ONG, ils ont des budgets de fonctionnement, et vous enlevez ce budget de fonctionnement au capital, et il vous reste le budget qui va aller sur le terrain. En général, c'est 90%, 10%. 10% de fonctionnement pour payer la secrétaire, le téléphone, l'électricité, et 90% sur le terrain, pour aider les gens, là, pour acheter les lentilles et la soupe. Là, c'est l'inverse. Je ne plaisante pas, 90% de budget de fonctionnement, 5 ou 10% qui va sur le terrain, ils ont aidé une seule famille. Et la plupart du temps, ils essayaient de camoufler les bourdes de l'armée américaine. Tout le temps, ils citent les noms, ils citent les affaires. Ils sont allés voir des gens qui voulaient porter plainte contre l'armée américaine. Non, il est dissuadé de porter plainte contre l'armée américaine. Au niveau de l'Europe, une affaire en Espagne, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo très intéressante d'une heure, d'une interview de Maxime Vivas. Elle est disponible sur Internet. Vous tapez Maxime Vivas, RSF, c'est réglé. Donc, même les associations qui vont défendre la liberté d'expression, elles sont noyautées, elles sont payées, elles sont financées, dirigées idéologiquement par les agents de l'Empire. Et c'est là où c'est démoniaque. Et en fait, c'est pas si extraordinaire. On le sait, hein. Le livre existe. Voilà, je vous en parle. C'est pas non plus... Vous savez, il y a des bouquins, il faut bouger pour les avoir. Hein. Il faut faire 4000 km dans une bibliothèque au fin fond de la Bavière, là-bas, pour aller trouver un livre. Là, non. Là, il est sur Amazon, vous le trouvez, vous lisez, il y a tout dedans. Et il n'a qu'à attaquer en justice. Il n'a jamais attaqué ce bouquin en justice. Il accuse d'être agent de la CIA. Moi, personnellement, franchement, si vous apprenez demain que j'ai pris 2 € de la CIA, arrêtez de m'écouter, zappez-moi. Si possible, jetez-moi des pierres dans la rue. Mais franchement, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible d'être agent de la CIA et faire partie, soi-disant, de la dissidence intellectuelle, blablabla. Blablabla. Bon, l'affaire des médias est très importante pour l'Empire, hein, la désinformation, le lavage de cerveau. Ensuite, j'ai parlé bien sûr des dérives de Big Pharma, parce que bon, c'est mon métier. J'en ai parlé beaucoup dans beaucoup de vidéos, Big Pharma et aussi bien sûr l'agrochimie. Mais là j'ai parlé surtout de Big Pharma. Quand on se rend compte, vous savez c'est toujours pareil, hein. Souvent on se dit ce type mais c'est un malade, qu'est-ce qu'il raconte, d'où... Eh bien en fait quand vous allez aller plus profondément dans le sujet, vous allez trouver encore plus fou, plus de choses, ça va toujours plus loin. Par exemple, Big Pharma, les morticoles Léon Daudet, 1894. Le type, il avait déjà massacré le système, la doxa médicale. 1894, il avait vu la dérive arriver. Jules Romain, dans Dr Knock ou le triomphe de la médecine, exceptionnel, il y a tout dedans. 1924 ou 23, je ne sais plus. Il y a un siècle, il y a tout dedans. D'ailleurs, phrase mythique, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Les gens bien portants, c'est le disease mongering d'aujourd'hui. Les labos pharmaceutiques aujourd'hui ne font qu'appliquer cette phrase du docteur Knock. Qui voulait faire quoi? Remplir ses salles de soins. C'est tout. Au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert des visites gratuites, préventives. Et après, il balançait les infos, il leur faisait peur. Et après, ça commençait à tourner l'usine. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, mais en fin de compte, vous vous retrouvez comme un con. Vous vous dites sans déconner, j'ai un siècle de retard. Comment on a fait pour rater tout ça? On a un siècle de retard. Un siècle de retard. Michel Onfray a un siècle de retard sur René Guénon concernant la question freudienne. Un siècle de retard. C'est beaucoup un siècle dans une époque où le temps va vite. C'est énorme un siècle. Dans une époque où au bout d'une année, il y a tout qui s'écroule. La mode, le culte de la mode, c'est un siècle, c'est énorme. C'est honteux scientifiquement.
Donc, bon, j'ai traité de la question du Mediator parce que je pense que le Mediator est typique. Il concentre toutes les tares du système. Corruption des politiques, infiltration des lobbies dans les couloirs des deux assemblées. C'est eux qui écrivent les lois. Meurtres, des milliers de meurtres, mensonges. C'est un médicament qui était déjà interdit avant l'isoméride, c'était le cousin de l'isoméride. Moi, j'ai vu ce médicament en 2008. Je l'ai vu, je ne sais plus où je l'ai vu, j'ai vu la boîte, et j'ai lu sa dénomination communautaire internationale qui était Benfluorex. Benfluorex, fluor. Fluor, j'ai dit ça c'est poison, caca, pas bon. J'ai fait une vidéo sur internet, d'ailleurs elle me cite dans le livre, le Mediator 150 mg, elle cite cette vidéo parce qu'elle a fait des recherches sur internet, elle est tombée sur ma vidéo. Ben, à partir du moment où il y a du fluor, c'est du poison. Pas besoin de faire des années d'études. C'est un halogène hyper toxique, le fluor, c'est hyper toxique. C'est de la mort au rat. On donnait ça au top, c'est un topicide, raticide, souricide. C'est hyper dangereux. Donc, où vous voyez du fluor, vous éloignez. Et vous rallongerez votre espérance de vie. Puis j'ai parlé dans le bouquin de deux questions importantes qui m'intéressent. C'est la question des cancers et la question de la maternité, de l'hypermédicalisation de la grossesse. Alors l'hypermédicalisation de la grossesse, je vais vous laisser la découvrir dans le livre. Et franchement, toutes les femmes, pas que les femmes, parce qu'il y a un mari à côté d'une femme à chaque fois, normalement qu'il y a un enfant, mais ça concerne plus les femmes parce que c'est leur corps, et il y a aussi le bébé. Vraiment, intéressez-vous à cette question, c'est capital. Capital. Primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. C'est la base de la médecine qui devrait être appliquée tout le temps, partout. Eh bien, ce n'est pas le cas, d'accord? Il faut faire très peu d'échographie si possible, les vaccinations interdites. Faites très attention au péridurale, attention aux césariennes. Il y a des effets graves, des effets secondaires post-opératoires graves, très graves. Il faut être conscient, vous n'êtes pas des voitures auxquelles on peut changer une pièce, on démonte, on remet une pièce, la même référence, nickel, impeccable. Si ce n'est pas la même référence, de toute façon, ça ne rentre pas. Malheureusement, dans votre corps, tout s'injecte. Ils vous injectent n'importe quoi. Donc faites très attention. Et enfin, la politique de prévention du docteur Gernez, qui, je le rappelle, n'est pas curative, elle est préventive. Il ne soigne pas le cancer en tant que tel quand il est à sa phase avancée, mais il le prévient grâce à une technique de régime alimentaire à partir de 40 ans, au printemps, avec certains produits comme l'hydrate de chloral, la colchicine, etc. D'ailleurs, le livre, et j'ai ramené la brochure, elle est disponible en vente tout à l'heure. En plus, c'est à 3 €. Et vous l'avez gratuitement sur Internet, sur le site de l'APAG, Association pour André Gernez. APAG, Association pour André Gernez, vous avez le PDF gratuitement. Voilà. Ça aussi, intéressez-vous à ça parce que c'est pas compliqué la vie. Vous allez ici, il y a de grosses chances, à part une mort violente, accident de la route, on va tous crever d'un cancer ou d'une crise cardiaque. Sachez-le. Donc si on peut éviter les deux, ça serait pas mal. Ensuite, pour comprendre, pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'on est devenu aussi bête, comment se fait-il que des gens aussi